Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Enfin Peut-être, un podcast doutant et douteux qui parle de pensée critique. Alors je vais vous proposer pendant l'été une petite série d'épisodes où je vais tout simplement mettre en version audio des articles que j'ai écrits ces dernières années. On va donc parler de scepticisme, d'écologie, de mathématiques et bien évidemment de pensée critique. Dès la rentrée, le podcast revient avec un très gros projet, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bon épisode à vous. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Pour ce deuxième épisode, je vous propose un article qui s'intitule « Un renard qui trime vaut-il mieux qu'un putois qui flâne ? Le danger de l'argumentation de la NUPES sur les nuisibles » et qui date de mai 2023. Le renard, vulpes vulpes, peut toute l'année être piégé en tout lieu, déterré avec ou sans chien dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé. Voici un extrait de l'arrêté du 3 juillet 2019 concernant les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les ésodes, plus couramment appelés nuisibles. On y apprend également quand et comment les belettes, fouines, putois, corbeaux-freux, corneilles ou pies-bavardes peuvent être tuées, ou selon la terminologie précise, piégées ou détruites au tir. Cet arrêté pose des questions sur notre rapport au reste du vivant. Qu'est-ce que le verbe « pouvoir » signifie quand on dit qu'une espèce peut être tuée ? D'où vient la légitimité de ce pouvoir ? Ce n'est cependant pas directement à ces questions que nous répondrons ici. Alors que la liste des ésodes sera mise à jour en juillet 2023, 30 députés de la NUPES interpellent le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu à ce sujet. L'argumentaire qu'ils avancent nous semble assez fragile, voire contre-productif. Première partie, l'argumentation des députés. Résumons d'abord l'appel au ministre qui a été initié par les députés Manon Meunier et Anne Stambach-Ternoir et porté par une trentaine d'autres députés. Monsieur le ministre, savez-vous ce qu'est un nuisible ? Eh bien, un nuisible, c'est l'ancien nom qui était donné, et que certains donnent toujours, aux espèces animales que l'on appelle maintenant ésodes, version édulcorée signifiant espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ces espèces nuisibles, donc, sont considérées nuisibles si et seulement si elles sont inscrites sur une liste d'espèces nuisibles. Et la liste initiale, c'est vous qui la constituez, monsieur le ministre, et qui allez très bientôt la constituer puisqu'il s'agit d'un arrêté ministériel qui devrait sortir au mois de juillet 2023. Mais quelle espèce pourrait mériter ce titre de nuisible, monsieur le ministre ? Certainement pas la belette, ce tout petit carnivore de moins de 100 grammes, endémique de nos régions, très utile par ailleurs pour réguler les populations de rongeurs. Certainement pas le geai des chênes, cet oiseau familier de nos campagnes, souvent considéré comme le premier planteur d'arbres de France, car il transporte et dissémine des graines permettant la régénération de nos forêts. Certainement pas non plus le renard, qui cumule ce rôle de dispersion de graines, un rôle sanitaire car il régule les agents pathogènes portés par certains animaux et les cadavres dont il se nourrit, et le rôle indispensable d'auxiliaire de culture. Un renard mange 3 000 à 6 000 rongeurs par an, indispensable donc pour limiter l'impact des campagnols sur les cultures céréalières, par exemple. En synthèse, certaines espèces considérées comme ésodes ne devraient pas l'être car elles ont certaines utilités. Par exemple, le geai des chênes régénère nos forêts. La belette régule les populations de rongeurs qui ravagent les cultures céréalières, tout comme le renard, qui en plus réduit la circulation d'agents pathogènes. Ces espèces permettent, je cite, une lutte biologique pour notre agriculture. Deuxième partie, cherry picking et biais de cadrage. On peut critiquer cet argument-là en deux temps. Premier point. On constate que dans leur présentation ne sont évoquées que des fonctions considérées comme utiles de ces animaux. C'est une forme de cherry picking. On ne considère que les éléments qui vont dans notre sens, les belles cerises, et on oublie ceux qui risquent de réfuter notre position, les fruits pourris. Les raisons pour lesquelles ces espèces ont été classées comme ésodes ne sont pas évoquées. Le risque serait que cela leur retombe dessus. Ah, mais vous n'avez pas dit que le renard ceci ou la martre cela.
En revanche, on retrouve dans l'avis de la SFEPM, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, une présentation plus exhaustive des différents éléments, ceux qui vont bien dans notre sens et ceux qui risquent de réfuter notre position, et donc les raisons pour lesquelles ces espèces ont été classées comme ésodes. Je vous mets en description le lien vers cet avis. À bien y regarder, ce cherry picking est plutôt un moyen de rattraper une erreur d'argumentation qui semble plus fondamentale. Et deuxième point, le problème réside plutôt dans le fait d'avoir accepté cette grille de lecture un peu moisie. Se plier à la règle du décompte des bons points de chaque animal, c'est accepter l'idée qu'il est pertinent de juger du statut d'un animal à l'aune de son utilité pour les humains. C'est ce que l'on appelle un biais de cadrage. Les règles implicites du débat, les termes utilisés, ou encore le prisme par lequel est abordé le problème sont malhonnêtes ou contiennent en eux le germe d'une idéologie néfaste. Dans le cas présent, cette grille d'évaluation est spéciste, en cela qu'elle ne reconnaît pas d'intérêt propre aux animaux, mais seulement un intérêt instrumental pour les humains. Prenons notre exemple pour illustrer ce biais de cadrage. Imaginez que l'on propose d'accorder des droits différents aux humains en fonction de leur niveau au Sudoku. Il est clair que la bonne réponse à cette idée-là ne serait pas de défendre la performance de tel ou tel individu, mais plutôt de remettre en question le cadre même de l'évaluation. Le biais de cadrage est beaucoup plus facile à détecter dans cet exemple que dans le cas des animaux, probablement parce que la pensée spéciste et naturaliste imprègne assez solidement notre culture et par conséquent notre vision du monde. Troisième partie, quelle alternative? Le biais de cadrage est une erreur de raisonnement particulièrement difficile à détecter car il est très pernicieux. Même un discours en apparence très rationnel, sourcé, chiffré, répondant à tous les standards scientifiques, se construit sur un certain cadre de pensée, isole certaines variables, identifie des enjeux. L'effort à fournir pour pouvoir le repérer et en proposer une alternative est donc assez important. Ici, on peut s'appuyer sur le discours antispéciste qui prend de l'ampleur et se formalise depuis plusieurs décennies. Plutôt que de prendre comme critère d'évaluation l'utilité d'une espèce pour l'humain, pourquoi ne pas considérer plutôt sa sentience, c'est-à-dire sa capacité à ressentir des expériences subjectives et essayer de minimiser les expériences négatives de l'ensemble des êtres sentients. Sur la question de la sentience, nous vous renvoyons sur le site sentience.pm créé par le projet Méduse, qui est une mine d'or sur le sujet. Si le projet semble ambitieux et difficilement opérable dans l'immédiat, une prise en compte plus fine et plus locale des interactions écologiques de chaque espèce semble être un pas dans cette direction. C'est d'ailleurs la direction que préconise la SFEPM dans son avis que nous avons déjà cité plus haut. Je vous le cite. Il serait pertinent de réfléchir l'obsolescence même de la réglementation sur les ésodes. La notion d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts étant une notion anthropocentrique qui n'a plus de sens du point de vue écologique. Car au-delà des arguments scientifiques, se pose la question éthique d'une mainmise de l'humain sur son environnement et de la gestion appliquée à une espèce au lieu d'individus, avec les effets en chaîne que cela génère. Les enjeux écologiques actuels demandent plus de moyens et une prise en compte plus fine des écosystèmes locaux. Le statut ésode ne semble pas être un outil politique capable de répondre de manière satisfaisante à l'urgence de ces enjeux. C'est en tout cas la position que l'on pourrait attendre de partis politiques prônant l'écologie et la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble du vivant. Cette démarche est un pas vers un élargissement de la sphère de nos considérations morales, d'un anthropocentrisme traditionnel mais difficilement justifiable, vers un sentiocentrisme qui nous semble bien plus convaincant sur le plan moral. Le renard et la belette, si certains les entendent chanter, il tient à nous de leur prêter notre voix pour les entendre lutter. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Voilà, c'est fini pour cet article. Encore une fois, vous pouvez le retrouver dans la description si vous voulez avoir accès à davantage de petites notes et de liens vers d'autres éléments. On se retrouve bientôt pour un nouvel article. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père,
Il dit que ça peut réduire l'audition.